Bienvenue chez Architecte à notre épisode de la semaine, la 5e semaine. Et bien évidemment, nous sommes à l'épisode 21, dont le titre est les outils de développement web. Alors, j'ai eu beaucoup de peine à enregistrer cet épisode. Je l'enregistre même ce jour d'y arriver en soirée. Car ce n'est pas du tout évident de tenir avec la fréquence de publication journalière à laquelle je me suis soumis. Et bien évidemment, il y a une phase de rédaction de script qui peut passer par plusieurs versions. Et puis, il y a une phase de mise en page, une phase de mise en slide, notamment pour construire les slides que vous voyez. Et puis, une phase d'enregistrement, une phase d'édition, une phase de publication. C'est extrêmement difficile de tenir à ce rythme tous les jours. Et bien que j'ai l'ambition de faire ce qu'on appelle des buffers, c'est-à-dire concevoir des épisodes, plusieurs épisodes avant la date de publication, je n'y arrive pas du tout. Et à moins que je puisse dégrader la qualité. Et bien évidemment, j'ai une certaine exigence dans ce que je fais. Et voilà, cela a une incidence profonde sur la charge de travail. Donc, je ne sais pas si je vais tenir la publication journalière. C'est toujours mon objectif. Mais je dois avouer que c'est extrêmement difficile, rendu à l'épisode 21, je le constate. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les outils de développement web. Et bien évidemment, nous allons aborder cela en balayant ce que nous avons fait non seulement la semaine passée, mais les autres semaines. La semaine passée, nous avons pratiquement couvert l'approche modulaire d'un site web. Nous avons abordé les concepts d'éléments, de composants, de sections et de modèles de page. Et comme j'ai dit, cette présentation masquait la phase d'analyse. Parce qu'avant de coder est beaucoup plus l'implémentation de ce qu'on a mûrement réfléchi, mûrement analysé. Donc, toute cette semaine et la semaine prochaine, on va aborder la phase de codage. La semaine présente sera le HTML, la semaine suivante le CSS, notamment dans les notions de base. Mais avant de présenter cela, il est important aussi de revoir toutes les autres semaines parce que nous sommes déjà à l'épisode 21 et cela court depuis un mois et puis on peut s'aventurer à un bilan ou une revue. Alors nous avons commencé notre parcours qui vise à vous faire passer la certification de architecte cloud ou architecte de solutions AWS. Nous avons débuté par une définition de ce que c'est qu'un architecte cloud. Après, nous avons abordé les obstacles, ce qui freinait le nombre de personnes. Et j'ai bien insisté que le principal obstacle, c'était le manque de ce que j'appelle fondamentaux. J'en ai cité quelques-uns. Le développement web, le fonctionnement d'Internet, fonctionnement technique, très technique, les systèmes distribués ou encore la sécurité informatique. Ça, ce sont les grands pôles, les grands thèmes. Bien évidemment, il y a d'autres. Et nous avons commencé par le premier pôle qui concerne les fondamentaux, à savoir le développement web. On a abordé les notions de base en informatique. Nous avons présenté de façon simplifiée comment Internet fonctionne et puis on a abordé l'approche modulaire. Et dans ce parcours-là, nous allons continuer cette semaine avec le HTML et la semaine prochaine avec le CSS. Nous abordons les bases. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ma cible principale, ce sont ceux qui n'ont pas de background en informatique et qui souhaitent changer de carrière. Donc, le programme de la semaine est assez simple. On a les outils de développement pour aujourd'hui. Demain, nous allons aborder les éléments et les balises HTML. Le troisième jour, nous allons aborder la structure d'un document HTML. Le quatrième jour, les textes et les listes. Comment faire afficher du texte dans un navigateur, comment faire afficher les listes. Le dernier jour, nous allons aborder les liens et les images. Donc, comme je le dis et j'insiste là-dessus, l'objectif, c'est de vous donner les fondamentaux pour la préparation à votre certificat d'architecte ou de certification d'architecte de solutions AWS. Et comme je dis, parmi ces fondamentaux, le développement web il figure. Donc, il ne s'agit pas de faire de vous des super développeurs web. Non, pas du tout. Donc, l'approche
sera bien évidemment différent. Et si vous voulez avoir une présentation plus approfondie, il y a plein de cours, que ce soit sur YouTube ou sur des plateformes payantes comme Udemy qui vous accompagnent dans ce sens. Alors, les outils de développement, il faut savoir que tout métier a ses outils. Si vous prenez, quel que soit le métier que vous allez prendre, si vous êtes à fond dans ce métier, vous allez constater qu'on a toujours des outils pour nous accompagner dans notre fonction. Et les développeurs, je vais dire, les développeurs web ne font pas exception et ils ont aussi leurs outils. Donc, pour un départ, je vais présenter 2 outils. Il y en a plusieurs dans la boîte à outils d'un développeur. Mais, comme on en est au début, je vais présenter 2. Le premier outil, c'est l'éditeur de texte. Le deuxième outil, c'est le navigateur web que vous connaissez bien évidemment, puisque lorsque vous avez votre téléphone ou votre tablette et que vous surfez, vous passez le plus souvent par un navigateur. C'est vrai, c'est installé par défaut. Vous utilisez souvent Google pour accéder au web. Donc, il faut savoir que les outils que nous présentons sont des applications comme toutes les autres applications. De la même manière que Microsoft Word, auquel vous êtes habitué, ou Microsoft Excel. De la même manière que Microsoft Word est une application pour créer, éditer, modifier, supprimer des documents, du texte, des documents texte, et que Excel fait pareil pour ce qu'on appelle les feuilles de calcul. Un éditeur de texte est une application pour créer, éditer, modifier, supprimer du code. Le code que vous servez au navigateur pour afficher la page. Et justement, le navigateur est là pour afficher ce que vous avez codé. Vous avez une image que j'ai tirée sur le site Internet is Art que j'ai recommandé précédemment. Lorsque vous mettez votre code dans l'éditeur de texte, le rendu tel que le visiteur peut le voir se fait au niveau du navigateur. Donc c'est pour cela que les deux marchent ensemble. Vous mettez votre code et le navigateur qui a la capacité de lire ce type d'instruction. Nous l'avons abordé lorsqu'on présentait le fonctionnement d'Internet. Donc si vous vous souvenez les épisodes précédents où je présentais comment le navigateur reçoit les instructions. Il reçoit les instructions codées à travers du code. Et ce code, lorsque vous êtes développeur, vous changez de casquette, vous êtes producteur de site web. Donc, et pour produire le site, il faut écrire du code. Ce code que le navigateur lit et affiche. Comme l'utilisateur final peut le voir. Donc, ce sont ces deux outils que nous allons présenter. L'éditeur de texte et le navigateur. Bon, éditeur de texte, c'est pas abus. Normalement, moi, j'aurais pu appeler cela éditeur de code. Donc, tout comme Word n'est pas la seule application pour créer vos documents. Il y a plein d'autres applications qu'on peut utiliser pour créer les documents. Word est associé à Microsoft. Il y a une application open source qui se trouve souvent dans les distributions Linux, dont le nom m'échappe. Mais il y a aussi des suites bureautiques, ce qu'on appelle des suites bureautiques concurrentes, qui vous permettent de saisir des documents, les éditer. Donc, sur le marché, il y a plein d'éditeurs de code. C'est comme ça que je vais appeler ça, plein d'éditeurs de code. Mais l'éditeur que nous allons retenir pour ce cours, c'est Visual Studio Code, qui est très populaire. Et si vous faites une recherche, vous allez voir que cela. Mais Visual Studio Code n'est pas le seul éditeur. Et dans la note écrite qui figurera dans le blog, vous pouvez lire ce texte et aller consulter les autres éditeurs. Et bien évidemment, je vais aussi partager ce slide dans la description en bas de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et consulter les autres éditeurs de code qui sont disponibles. On a par exemple Sublime Text qui est aussi un éditeur très intéressant. Je pense que ma bouche est sèche et ça me fait avaler beaucoup de mots. Vous avez Sublime Text, vous avez sur WebStorm qui est aussi un solide éditeur de code, très populaire aussi, mais malheureusement payant. Voilà, vous avez
Et vous avez Nova, vous avez Vim, que vous allez beaucoup voir pour des développeurs qui sont très avancés et beaucoup plus dans les systèmes Linux, les distributions Linux, je veux dire. Mais pour notre cours, nous avons opté pour VS Code, qui est le meilleur rapport qualité-prix, puisqu'il n'a pas de prix, il est gratuit. Et voilà, très efficace. Donc, c'est Visual Studio Code que nous allons adopter pour ce cours, qui est disponible dans toutes les distributions, que ce soit Windows, Mac OS ou Linux. Donc, je vous conseille d'aller télécharger rapidement Visual Studio Code si vous ne l'avez pas déjà. Vous le téléchargez et nous, cet éditeur va nous accompagner. Bon, pour le navigateur, j'ai parlé de l'éditeur de texte ou éditeur de code. Pour le navigateur, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous êtes assez avertis. Tout le monde a un navigateur. On a déjà rencontré Google, Chrome, Firefox ou Safari en fonction. Si vous êtes versé dans le système d'exploitation Windows, ou pour ce qui concerne les téléphones Android, c'est classique. Vous utilisez Google tous les jours pour accéder aux différents sites que vous consultez. Et bien évidemment, il y a d'autres navigateurs. Il y a Firefox aussi, qui est l'alternative open source, qui est aussi très distribuée. Voilà. Et puis il y a Safari pour ceux qui utilisent le Mac. Donc, il y a aussi plusieurs navigateurs, mais pour ce cours, il fallait faire un choix. Nous avons choisi bien évidemment Google Chrome, que vous voyez ici. Donc, outil du développeur web, il y a l'éditeur de texte et il y a le navigateur. Sauf que je dois apporter une précision pour ce qui concerne les éditeurs. En règle générale, les éditeurs comme VS Code, je l'ai dit, vous pouvez télécharger VS Code et l'installer tout simplement dans votre machine. Mais durant mon cours, il peut arriver que j'utilise d'autres éditeurs. Il ne faut pas faire une fixation sur la question des éditeurs. Il faut savoir que les éditeurs, et on le verra plus tard, ont une même structure. L'essentiel est que cela vous permet d'écrire votre code, votre document code, si je peux appeler ça comme ça. Vous pouvez par exemple vous retrouver dans la situation, moi je vais utiliser peut-être Gitpod, qui permet de créer ce qu'on appelle une machine virtuelle. En clair, vous installez votre éditeur dans une machine virtuelle en ligne. C'est comme un poste de travail qu'on vous offre, mais à distance, sur lequel vous pouvez installer votre éditeur. Je le fais en règle générale parce que en termes de puissance, la machine sur laquelle j'enregistre cette vidéo est quelque peu obsolète, si je peux le dire, étant équipé pour l'instant du système d'exploitation Windows 7 qui n'accepte plus depuis un certain temps les navigateurs ou du moins les éditeurs récents, que ce soit navigateur comme éditeur récent. Donc cela peut m'amener à solliciter d'autres éditeurs de texte en ligne. J'ai cité, il y en a plein que j'ai mis en lien ici. Par exemple, il y a à un moment donné notre cours, je vais utiliser AWS Cloud 9, qui est un éditeur en ligne sur lequel nous allons revenir plus tard dans le cours lorsqu'on va aborder la préparation justement à la certification. Il faut savoir qu'Amazon Web Service, AWS, offre un éditeur qui vous permet d'écrire, d'exécuter, de débugger du code de la même façon que VS Code. Donc pour l'instant, point de départ, allons avec VS Code. Donc ceci pour vous faire comprendre que lorsqu'on présente VS Code, il faut mettre en tête que c'est juste une application parmi d'autres. Il peut arriver plus tard que VS Code soit retiré du marché. C'est très simple. Vous migrez vers une autre application de la même façon que si Word est enlevé du marché, cela ne va pas arrêter la création, l'édition de documentaire. Vous allez dans une autre application et puis vous continuez votre travail. Il faut avoir cette approche et non être accroché et faire du fétichisme d'outils. C'est très important. Donc, il peut arriver que je le fasse. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il ne faut pas être perdu ou penser que je m'égare. Non, pas du tout.
c'est tout à fait normal. Alors, la première chose que je fais, nous allons présenter très rapidement. Je vais essayer de voir le nombre de minutes que j'ai déjà consommé. 15 minutes, c'est bon. J'aurai encore 15 minutes pour présenter l'éditeur de texte VS Code et le navigateur. Une présentation de base parce que nous sommes encore au début. C'est la semaine des bases du HTML. Alors, la première chose que vous devez faire, je l'ai dit, aller dans le site de VS Code, vous téléchargez. C'est une installation normale et lorsque vous téléchargez, vous installez, vous êtes face à ce qu'on appelle l'interface. Je vais vous présenter l'interface telle que cela se présente dans ma machine. Moi, j'avais déjà installé cela depuis et bien évidemment, avec votre nouvelle installation, vous pouvez avoir une interface différente. Cela ne doit pas vous contrarier. Alors, lorsque l'interface est présente, vous ne devez pas être intimidé par l'interface. Lorsque vous voyez une telle interface, pensez tout simplement à Microsoft, par exemple, à Microsoft Word. Parce que lorsque certains sont devant une telle interface, ils peuvent être désarçonnés et se demander qu'est-ce qui se passe. Non. Lorsque vous êtes devant une telle interface, pensez tout juste à Microsoft Word, comme j'ai présenté ici. Microsoft Word, quelle est son interface? Comme le but, l'application est là pour vous aider à réaliser une tâche. Microsoft Word est là pour vous aider à écrire un document. Et bien évidemment, lorsque vous ouvrez, il y a une page centrale qui se présente où vous pouvez rédiger votre document. Et là, vous avez les différents menus pour modifier les éléments de votre document. Donc, vous avez un menu ici. Là, un menu central, un panneau, une barre latérale qui présente souvent la table de matière et une petite barre d'état où vous avez la situation, par exemple, le nombre de mots, la possibilité de zoomer ou de réduire. Donc, tous ces éléments sont là pour vous accompagner dans la rédaction de votre document. Donc, Word, c'est une application qui vous aide à réaliser une tâche bien précise, qui est la rédaction de documents. Donc, c'est la même chose avec VS Code. VS Code est dans la même situation. Donc, c'est une application qui est là pour vous aider à écrire votre code. Vous aider j'ai bien dit une application est là pour vous aider à réaliser une tâche. VS Code est une application qui est là pour vous aider à réaliser votre tâche d'écrire votre code. Donc, lorsque vous ouvrez l'application, vous avez une partie centrale ici qui est là pour vous aider. Elle est vide pour l'instant parce que nous n'avons pas encore créé de document code entre guillemets. Et donc, elle est vide pour l'instant, mais cette page centrale est là. Elle a la partie d'édition qui est là pour vous aider à écrire votre code. Ici, je reviens ici, vous allez voir que par exemple ici, elle est illustrée. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait sur le site. Cette partie centrale là est faite pour vous permettre d'éditer votre code. Vous voyez bien ce qu'on peut appeler des petits messages cryptiques qui pour l'instant vous sont assez qui sont un peu déchiffrables. Ici, vous avez votre partie d'édition. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. C'est ici que lorsque vous créez, que ce soit les dossiers ou les fichiers, ça se présente et vous pouvez naviguer entre plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Parce qu'un site web, parfois, c'est des dizaines et des dizaines de fichiers et de dossiers. Ça, on va le voir. Donc, ici, vous avez la partie d'édition, l'explorateur de fichiers. Et là, vous avez plus bas, je vais revenir là. Vous avez l'éditeur, la zone principale pour éditer vos fichiers. Vous avez la barre latérale qui contient les différents vues comme l'explorateur. J'ai parlé de l'explorateur ici. Lorsqu'on va évoluer, je vais vous présenter. Vous avez la barre d'état, information sur le projet ouvert et les fichiers que vous modifiez. Je vais vous montrer la barre d'état. Tenter. On va aller pas à pas. Bon, il faut pas que moi je m'embrouille. Bon, il y a ce qu'on appelle le panneau. On va aller pas à pas. Le panneau, c'est ici. On va le voir avec en temps réel. Je vais ouvrir un de mes anciens fichiers pour que les choses soient plus explicites parce que là, je pense que je suis un peu dans l'abstrait et je vais aller pas à pas.
Je vais aller pas à pas. Vous voyez bien qu'il y a la précision. Là, par exemple, vous avez un fichier. Ici, ça, c'est ce que j'ai appelé. Je vais revenir à la description de l'interface. L'éditeur, la zone principale pour éditer vos fichiers. Vous pouvez ouvrir autant d'éditeurs que vous le souhaitez, côte à côte, verticalement ou horizontalement. Ce n'est pas encore le cas. Vous voyez bien, ça, c'est ce qu'on appelle la zone d'édition. C'est là où il y a ce qu'on appelle votre document code. Vous pouvez saisir du document, éditer, effacer, supprimer. C'est ça la zone d'édition. Vous voyez bien la zone d'édition. Et puis, vous avez la barre latérale qui contient différentes vues comme l'explorateur pour vous aider à travailler sur le projet. C'est ça la barre latérale ici, cette barre-ci. Vous avez là, oui, je pense que c'est ça, oui, la barre latérale là. Vous avez les différents dossiers et fichiers que contiennent le projet. Vous avez ici ce qu'on appelle la barre d'état information sur le projet ouvert et les fichiers que vous modifiez. Je pense que la barre d'état, elle est où ici? Bon, laissons d'abord la barre d'état. La barre d'activité située à l'extrême gauche, elle vous permet de basculer entre les vues. Il vous donne des indicateurs supplémentaires spécifiques au nombre de contextes comme des modifications dans lorsque le guide. C'est ça la barre d'activité ici, je pense. Voilà, par exemple, ici, vous avez ce type. Mais ce type d'information n'est pas utile pour l'instant. C'est plus tard que vous allez comprendre tous les détails. Et là, on a le panneau. Le panneau, c'est bien évidemment, je vais afficher le panneau. Vous avez là le panneau, c'est ça le panneau. On verra à quoi ça sert plus tard. C'est juste une présentation de l'interface. Et puis, je sais que tous les noms que j'appelle là ne vont pas rentrer dans votre tête à l'instant parce que c'est assez difficile. Mais au fur et à mesure qu'on va pratiquer, que vous allez pratiquer, vous allez comprendre. Donc, je pense que la barre d'état doit être plutôt ici. Vous avez, je pense que ça doit être de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est pas la pratique que les choses vont aller. Et bien évidemment, on va aller avec tout simplement et on va comprendre les choses. Donc, nous passons donc bien évidemment à la pratique. Et dans la pratique, on va reproduire le site projet. J'espère que je vais terminer template. Alors, cette partie, je me suis un peu embrouillé. Je vais revenir à un fichier vierge vide avec VS Code. C'est ça, direct. Donc, save. Ok. Bon, je viens sur le site de Tailwind pour vous présenter le projet qui va meubler notre pratique. J'espère que la page va s'ouvrir très rapidement. Mais en attendant, je dois vous dire, dans cette phase pratique, il faut savoir que lorsque vous voulez créer un site web, tout projet de création d'un site web doit passer par la création d'un dossier dans VS Code. C'est le dossier racine, le dossier de base qui va contenir tous les documents code que vous allez créer pour votre site web. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, ce dossier va contenir tous les fichiers où il y aura votre code HTML, tous les fichiers qui va contenir votre code CSS et tous les fichiers qui va contenir votre code JavaScript. Donc, nous allons explorer VS Code à travers ce projet en commençant par créer d'abord un dossier racine où sera contenu tous les fichiers de notre projet. Nous savons que nous avons un site web à reproduire. J'ai présenté le site web dans les vidéos précédentes et actuellement il y a des soucis pour accéder au site web. On va commencer. Alors, pour créer
notre dossier avec VS Code. Mon VS Code est en langue anglaise. Il faut vous y habituer parce que j'ai bien dit que si vous n'avez pas de base en langue anglaise, vous n'allez pas aller loin, malheureusement, dans le dossier d'architecte. Mais c'est des langages basiques. Par exemple, lorsqu'on dit file, ça veut dire fichier. Si vous cliquez à file, vous cliquez new, open folder. Là, on veut créer notre dossier. Notre dossier qui va abriter tous les fichiers de notre projet de création de site web. Donc, nous cliquons open folder. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier aura un nom, Prépare Web Dev. Je vais cliquer nouveau dossier. Je vais appeler Prépare-8 Web Dev. Et je valide. Je vais sélectionner ce dossier. Et là, VS Code intelligemment comprend que OK. Et vous voyez bien dans l'explorateur, il y a un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle Web Dev. Nous venons de créer le dossier qui va abriter tous les fichiers de code de notre projet de création de site web. Une fois cela créé, et vous voyez bien là, au niveau de la barre au-dessus, c'est bien écrit Prépare Web Dev. Donc, il a déjà pris en considération cette création de dossier. Et la partie centrale de tout ce que nous allons faire sera hébergée dans ce dossier. C'est pour cela qu'il est au-dessus de l'arborescence dans la barre d'Explorateur Explorer. Maintenant, nous allons créer notre premier fichier puisque nous sommes dans les bases du HTML. Il faut savoir que lorsque vous créez un document dans Word, il a l'extension .doc. Cette extension est utile parce que chaque fois que le système d'exploitation voit cette extension .doc, il sait que ce fichier appartient à Microsoft Word. C'est pareil avec Excel. Si vous regardez tous vos fichiers Excel, l'extension c'est .xlsx. Pareil pour nos fichiers de code. Lorsque vous créez du fichier HTML, il doit avoir l'extension .html. Si c'est du fichier CSS, il doit avoir l'extension .css. Si c'est du fichier JavaScript, il doit avoir de l'extension .javascript. Ces extensions sont très utiles parce que ça permet à votre éditeur de code, VS Code, de savoir à quel type de code il a affaire. S'il a affaire à du code HTML, et s'il a affaire à du code CSS, s'il a affaire à du code JavaScript. Donc, pour notre cours, nous allons commencer par créer un premier fichier. Pour créer le fichier, vous avez plusieurs options. Soit vous venez au niveau de votre arborescence dans le fichier Prépare Web Dev. Vous avez les icônes qui s'affichent lorsque vous rapprochez. Si je repars, les icônes ne s'affichent pas. Mais quand je repars, vous voyez bien, il y a une icône New File. Vous pouvez créer un nouveau fichier. Comme vous pouvez créer un sous-dossier, parce que ça peut arriver que vous créez des dossiers de sous-dossiers. C'est ça, New Folder. Ici, c'est pour actualiser la page si un élément n'est pas rapidement pris en compte. Et ici, c'est pour faire, du moins, pour dérouler l'arborescence. Donc, pour créer le nouveau fichier, vous pouvez passer ici, comme vous pouvez cliquer à File, New File. Fichier, nouveau fichier pour créer. Mais comme il y a un raccourci, on ne se dérange pas, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler, je vais appeler ça homepage. C'est la nomenclature qui est utilisée le plus souvent lorsque on veut créer une page d'accueil, la page centrale, la page d'accueil du site web. Je clique homepage et vous allez observer que l'icône, ça a un sens, cette icône-ci. Cette icône-ci représente le HTML dans sa version 5. C'est pour cela que c'est écrit. Mais laissons ce détail de côté que nous allons aborder plus tard. Donc, vous allez appeler le fichier homepage.html. Et vous allez voir que cela apparaît dans le navigateur de fichiers ici. Cela apparaît là. Et là, il attend l'écriture de votre code. Il attend tranquillement l'écriture de votre code. Et lorsque vous écrivez là, vous voyez bien, il y a un petit rond là. Cela veut dire que les modifications apportées au fichier n'ont pas encore été enregistrées. Si je clique à File, Save, enregistrer, je peux faire aussi CTRL S. Vous voyez que ce rond là disparaît, mais lorsque je tape encore, le rond apparaît.
Et pour vous dire que les modifications apportées au fichier n'ont pas encore été enregistrées. Donc, il y a ce genre d'intégration très subtil qui figure dans VS Code et que vous allez, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez détecter. L'éditeur de code est très puissant avec beaucoup d'éléments que nous allons voir bien plus tard et vous allez comprendre pourquoi avoir un très bon éditeur de code est très utile pour augmenter votre productivité en tant que développeur. Et il y a beaucoup de petites intégrations comme ça qui se manifestent pour vous accompagner dans votre tâche. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Votre tâche actuellement, c'est tout simplement de télécharger VS Code, l'installer, créer votre nouveau dossier et créer votre première page vide, bien évidemment, votre premier fichier vide homepage.html. C'est ça votre tâche d'aujourd'hui. Si j'ai fini pour la partie de l'éditeur, je vais revenir demain dans ce point. Pour l'instant, c'est tout ce que je demande. Vous installez VS Code, vous créez votre dossier et vous créez votre premier fichier homepage.html. Nous allons revenir plus tard là-dessus. Alors, pour la partie du navigateur qui est le deuxième outil du développeur web, lorsque vous naviguez sur Internet, en grande partie, le seul élément que vous utilisez, c'est cliquer, par exemple, sur votre onglet, taper le nom d'un site, par exemple, yahoo.fr, et taper entrer et consulter normalement votre site web. Il y a beaucoup de sites que vous consultez directement à travers votre je ne vais pas valider les conditions, refuser tout. Je n'ai pas envie d'être pisté, bien que c'est difficile d'échapper au pistage sur Internet. En règle générale, le seul point d'interaction entre vous et votre navigateur, c'est juste cette barre d'adresse où vous tapez les adresses des sites web que vous voulez visiter en tant qu'utilisateur. Mais en tant que développeur, les choses sont différentes. Lorsque vous êtes développeur, vous ne pouvez pas vous contenter de la barre d'adresse, qui est l'une des fonctionnalités de Google. Vous ne pouvez pas vous contenter de la vérification des mots de passe. Par exemple, lorsque vous voulez entrer sur un site, Google vous aide à faire la vérification des mots de passe pour vous authentifier sans souci, sans devoir retaper. Vous ne pouvez pas vous contenter de la synchronisation sur tous vos appareils. Par exemple, vous avez votre tablette, vous avez votre laptop. Vous pouvez passer d'un appareil à l'autre sans perdre le flux de votre navigation. Vous ne pouvez pas vous contenter du mode sombre qu'offre Google. Vous ne pouvez pas vous contenter de la gestion des onglets qu'ils offrent. Vous ne pouvez pas vous contenter de beaucoup d'autres fonctionnalités que Google vous offre, notamment les extensions. Par exemple, vous pouvez les extensions qui sont des augmentations de fonctionnalités que Google vous offre. Par exemple, dans votre navigateur, vous pouvez installer l'extension Google Transactions. Ça vous permet d'accéder directement à un module, une fonctionnalité de transaction à partir de votre navigateur. Donc, lorsque vous êtes un utilisateur lambda, toutes ces fonctionnalités sont très utiles pour vous. Mais quand vous êtes développeur, il faut aller beaucoup plus loin. Et le seul élément important pour un développeur, c'est ce que Google appelle Chrome DevTool, l'outil de développement Google, ou outil de développement si vous voulez, qui est intégré à Google. C'est l'un des principaux outils que vous allez utiliser en tant que développeur. Lorsque vous êtes utilisateur lambda, vous n'avez pas besoin de ça, mais en tant que développeur, cet outil sera très important pour vous. Alors, comment accéder à cet outil? C'est très simple. Lorsque vous êtes devant n'importe quel site internet, vous allez sur la barre, vous cliquez là, les 3 points, vous allez à plus d'outils, vous allez à outils de développement, ici là, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir, il y a une fenêtre que je peux appeler bizarre qui s'ouvre avec séparé en deux, avec un élément. Là, vous avez élément, console, record, et puis vous avez ici ce qu'on appelle la console. Nous allons voir, vous pouvez changer l'affichage, ou du moins
parce que là, ça s'affiche à droite. Vous pouvez choisir que ça s'affiche par le bas. Et par le bas, vous voyez bien le détail de plusieurs, si je peux appeler ça, menus qui s'affichent. Vous pouvez choisir que ça aille à gauche. Vous pouvez choisir que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, à quoi sert ce type d'élément? À quoi sert ce type d'élément? Nous allons le voir. C'est très important, ce point-là. Nous allons le voir. Mais actuellement, nous sommes encore à la présentation. C'est un outil très important pour un développeur. Tous les navigateurs l'ont. Même Firefox, que ce soit Safari. Les développeurs l'utilisent énormément. Donc, mon rôle ici, et actuellement dans cette vidéo, c'est juste vous présenter l'outil. Donc, comme je l'ai dit, Chrome Dev Tool est un ensemble d'outils de développement web intégrés directement dans le navigateur Google Chrome. Cela peut vous aider à modifier des pages à la volée et à diagnostiquer rapidement des problèmes, ce qui vous aide finalement à créer de meilleurs sites web plus rapidement. Donc, vous pouvez taper un code et au niveau de l'affichage, les choses ne se présentent pas comme vous aviez prévu. Et lorsque ça ne se présente pas comme vous aviez prévu, vous pouvez avoir des soucis pour comprendre où le problème se trouve. Et c'est là où un tel outil est nécessaire, parce que à travers cet outil, vous pouvez faire des simulations, vous pouvez faire des hypothèses et tester ces hypothèses à partir de l'outil de développement. Voilà, donc, comme je dis, mon rôle actuellement pour cette vidéo, c'est vous présenter l'outil. Lorsqu'on évoluera dans le cours, on verra cela. Et lorsque je vais faire appel à cet outil, il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Alors, pour conclure, tout ce que je peux dire, c'est que vous devez retenir. Ce qu'on peut retenir de cette vidéo est très simple. Vous avez besoin de deux outils, un éditeur de texte. Pour l'éditeur de texte, nous avons fait le choix de Visual Studio Code. Et pour ce qui concerne le navigateur, nous avons fait le choix de Google Chrome. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le navigateur que nous visons, c'est aussi l'outil de développement, ce qu'on appelle le Chrome Dev Tool. Voilà. Donc, bien plus tard, lorsqu'on va finir la phase de présentation des bases du HTML et du CSS, je vais faire un cours spécial sur Chrome Dev Tool. Et là, vous allez voir toute l'importance que cet outil a. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette longue présentation que j'ai faite? C'est que tout artisan dispose de sa boîte à outils et le développeur ne fait pas exception, il a aussi sa boîte à outils. Et pour cette vidéo, nous avons présenté deux outils, l'éditeur de texte et le navigateur. Bien sûr, il faut savoir que ce ne sont pas les seuls outils, mais chemin faisant, nous allons aborder et présenter d'autres outils et aussi approfondir les outils que nous avons présenté aujourd'hui. Alors dès demain, nous reprenons avec la phase de codage. Nous allons présenter ce qu'on appelle les éléments et les balises HTML. Alors on se retrouve demain pour une nouvelle présentation. J'espère que j'aurai toute l'énergie et toute la force nécessaire pour vous procurer des éléments plus pertinents, plus fouillés, plus recherchés, plus approfondi, surtout mieux, comment je peux appeler ça, plus pédagogiquement plus solide. Voilà, je vais me contenter de cela, pédagogiquement plus solide, pour que votre parcours soit plus léger. Merci, on se retrouve demain.